Pendant un moment, dans les années 90, elle représentait le rêve de créer un nouvel ordre mondial sur la base d'engagements militaires, d'invasion, etc. Et cela s'est soldé par un échec dès la première tentative en Irak. À Falloujah, c'est l'intensité de la résistance qui semble avoir surpris les forces de la coalition. Autour, les Irakiens crient d'abord victoire, puis se mettent à lancer des pierres et des cocktails Molotov contre les blindés et les militaires. La tension monte, les premiers coups de feu claquent. Mais ni les bombardements, ni les attaques des chars américains ne semblent pour l'instant en mesure de venir à bout des rebelles retranchés. Les soldats américains qui ont connu l'offensive contre le régime de Saddam prétendent que la résistance rencontrée aujourd'hui est bien plus forte que celle opposée l'année dernière par les troupes de l'ancienne garde républicaine. Avant l'Irak, il y avait tout un agenda politique concernant l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, etc. L'invasion de l'Irak et la résistance de la population ont paralysé le projet de guerre multiple. Les États-Unis sont bloqués, paralysés. La mobilisation des soldats a décliné. Un grand nombre de réservistes est démoralisé. Tout se passe militairement dans le court terme. Ainsi, la résistance irakienne a ouvert une brèche pour l'opposition aux États-Unis. Pourquoi? Alors que la population états-unienne ne se préoccupait pas des 500 000 morts irakiens sous Bill Clinton et Madeleine Albright, cette même population états-unienne réagit maintenant différemment à cause des 2100 soldats états-uniens morts, 15 000 blessés et encore plus de déséquilibrés mentaux. Quand la population états-unienne voit ses programmes sociaux supprimés pour financer la guerre, le prix du pétrole augmenté, elle est contre la guerre et s'oppose à Bush. Ils ne veulent plus d'un George Bush, grand ordonnateur d'une guerre dévastatrice et coûteuse en Irak. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé hier dans les rues de Manhattan pour réclamer le retour des soldats au pays. On nous a menti. Nous avons perdu beaucoup de vies humaines, de l'argent et notre honneur. Il est temps de changer de cap. Les images de ces soldats tués au combat ou celles des blessés choquent de plus en plus l'opinion. Le président Bush, lui, préfère se féliciter de l'adoption récente de la constitution irakienne. Pas question de flancher maintenant, le message n'a pas changé depuis le premier jour. Nous considérons notre opposition à la politique états-unienne comme étant une opposition aux manœuvres de l'administration de Washington et non comme une opposition au peuple états-unien. C'est un point de vue que nous partagions avec plus de 60% des citoyens états-uniens. Les derniers sondages aux USA ont montré que plus de 60% des États-Unis sont contre la politique de leur pays dans le monde arabe et surtout dans le Moyen-Orient. Nous ne considérons pas les États-Unis comme un ennemi, mais nous estimons que son administration a pris le mauvais chemin. On commence à entendre les conservateurs traditionnels dire aux États-Unis que le budget est complètement déséquilibré et qu'il faut remettre de l'ordre pour éviter une catastrophe économique. Il y a des divisions dans les institutions parmi les conservateurs. L'opinion politique bascule et le parti démocrate est divisé entre Hillary Clinton, qui est à la droite de Bush. Elle est plus sioniste que Bush.
Hillary Clinton soutient davantage la présence de troupes en Irak. Cette aile du Parti démocrate est en danger parce que de nombreux progressistes ne voient pas que cette aile du Parti démocrate est pire que les républicains. Et donc il va y avoir un problème aussi lors des élections présidentielles, parce qu'il y a des candidats maintenant dans les deux partis, les démocrates et les républicains, Ron Paul du côté républicain et Mike Gravel du côté démocrate, qui sont vraiment anti-guerre. Je ne sais pas comment ils vont se comporter, mais Ron Paul, il a fait un bon début de campagne. Donc c'est un type très à droite au sens qu'il est libertarien, il est contre l'État, etc. Il est vraiment pour un État minimal, mais il est très anti-guerre. Ron Paul, vous êtes peut-être le seul qui soit opposé à la guerre en Irak et à vouloir que les troupes reviennent. Je crois que Reagan avait raison. On ne comprend pas la vie politique au Moyen-Orient car elle est irrationnelle. Nous sommes en train de construire une ambassade en Irak qui est plus grande que le Vatican. Nous construisons 14 bases militaires permanentes. Que dira-t-on si la Chine faisait la même chose ici, dans le golfe du Mexique? Nous devons nous mettre à la place des autres. Que ferions-nous si d'autres agissaient ainsi contre nous? En aucun cas, les dirigeants actuels des États-Unis ne sont représentatifs de leur propre population. Et en aucun cas, ils ne cherchent à défendre les intérêts ni de leur population, ni même les intérêts nationaux des États-Unis. Le pire est peut-être à venir. On voit ce genre de situation de manière criante quand, par exemple, il y a l'ouragan Katrina qui dévaste une partie des États-Unis. On se rend compte que le gouvernement n'est pas là pour venir en aide à la population. Au milieu d'immondices qui s'amoncellent. Selon les Nations Unies, 400 000 enfants seraient sans abri depuis le passage de l'ouragan. Pourquoi avoir réagi si tard? Pourquoi le gouvernement américain est-il resté tétanisé face à un ouragan dont la puissance dévastatrice était connue 48 heures à l'avance? Au cours des 3 jours qui ont suivi l'arrivée du cyclone, seule une poignée de bénévoles, de pompiers et de policiers locaux démunis ont tenté de porter secours aux sinistrés et de maintenir l'ordre. Mais le monde entier vient en aide au pays le plus puissant du monde. Le Koweït offre ses barils de pétrole, Cuba 1 millier de médecins et l'Afghanistan ou le Bangladesh des dollars. Les États-Unis ont détruit le système préexistant et essayent aujourd'hui par la force, par des moyens militaires et autres, de soumettre tous les autres pays à leur autorité. Mais d'un autre côté, nous pouvons constater que cette politique se fait au détriment du peuple états-unien. Ce régime policier que les États-Unis essayent d'instaurer de force dans les autres pays, voici qu'il est en train de s'instaurer malgré eux à l'intérieur des États-Unis. Once upon a time, your hometown was safe, but not now. It is possible for a rocket to strike your home right now, today, right now. And what defense remains? Strength. Strength, ready if we need it. Ils n'ont pas le pouvoir qu'ils croient avoir. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, c'est très dangereux. Des gens qui croient qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas. Hitler n'a pas le pouvoir qu'il croyait avoir, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent se lancer dans des aventures en croyant qu'ils vont gagner, alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de gagner. Mais ça fait quand même une différence. Et je pense qu'il n'y a pas assez de prise de conscience, je pense, en France particulièrement, de la catastrophe dans laquelle les États-Unis sont, des effets que ça induit dans leur société et des changements que ça va apporter nécessairement. On est encore dans l'idée de la toute-puissance américaine. Alors il y a des gens qui l'aiment, disons, grosso modo du côté de Sarkozy et d'une partie du Parti socialiste, et puis il y a des gens qui ne l'aiment pas à l'extrême droite et à l'extrême gauche, il y a des gens qui ne l'aiment pas en gros, hein, puis dans des gaullistes, enfin il y a un peu dans toute la société, il y a des gens qui n'aiment pas cette hégémonie, mais personne n'a l'air de se poser la question, est-ce qu'ils sont si forts qu'ils nous le disent? J'aime les Américains, j'aime leur énergie, j'aime le fait que tout soit possible. On peut partir de bas et monter haut, on peut être haut et descendre très bas. Bref, à entendre Nicolas Sarkozy, il se retrouve un peu sur ce continent, ainsi que dans la façon dont on y décline le mot liberté, celle d'entreprendre et de croire en sa réussite. Comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience.
la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Le discours de Villepin à l'ONU est une étape historique. C'est une des rares fois où un dirigeant occidental est applaudi par l'ensemble des gens et en fait indirectement par l'ensemble du tiers-monde, parce que les Occidentaux ne sont pas tellement applaudis que ça. Et c'était une occasion de créer en Europe une autre politique vis-à-vis du tiers-monde, une politique ouvertement de coopération, de paix, de fin du colonialisme, fin de revanchisme et tout ça. Et cette occasion a été ratée parce que le discours de Villepin comme de Chirac a été accueilli de façon totalement négative à gauche et à l'extrême gauche en France. Il n'y a pas eu du tout de soutien populaire vis-à-vis de cette chose. Et puis après, eux-mêmes ont abandonné cette ligne assez vite. Donc ça a été bon, eux-mêmes ont dû subir des pressions évidemment à l'intérieur de leur propre parti, et donc où tout le monde n'était pas sur cette ligne-là. Et donc maintenant, avec le courant sarkozyste, le courant gaulliste a été plus ou moins liquidé, mais ça c'est je pense qu'à ce moment-là, il y avait une possibilité de vraiment dire une fois pour toutes, nous on n'est pas avec les Américains, on n'est pas d'accord avec leur vision du monde, on est pour un monde multipolaire, on est pour le droit international, on est pour l'ONU, etc., etc., quoi. Ça c'est une occasion manquée. Ça nous montre quoi? Ça nous montre simplement que nous ne sommes pas dignes de l'idéal démocratique dont nous nous réclamons. Ça veut dire que nous disons tous les jours que les pays européens sont des démocraties, mais que nous ne nous investissons pas suffisamment pour que ce soit vrai. Quand on est riche comme nous en Europe, nous collectivement, on a toujours quelque chose à perdre et on devient très accommodant avec des injustices flagrantes. Je pense que les gens ont la clé dans leurs mains. Il ne s'agit pas d'être contre les États-Unis, mais contre les gouvernements qui collaborent avec les États-Unis. Si le gouvernement australien ou polonais envoie des soldats en Irak, les populations australiennes et polonaises doivent s'opposer à leur gouvernement et non aux États-Unis. Les peuples doivent lutter contre leur gouvernement. Si les gouvernements cessent de collaborer avec les États-Unis s'affaibliront. Sur le continent latino-américain et le reste de la planète, on voit de plus en plus grandir la participation des peuples afin de résister, se défendre et rejeter cette agression. Notre rôle est de travailler de manière intense pour fortifier ce rôle essentiel des peuples. Concrètement, ça signifie, au moins dans les pays latino-américains, une organisation et une participation populaire plus grande. Ceci est en train de se développer dans plusieurs de nos pays grâce à nos gouvernements. C'est une chose que l'on ne voyait pas depuis longtemps. L'impérialisme nord-américain a déjà échoué dans sa volonté de mettre fin à la révolution cubaine. Eh bien, il échouera de la même façon à tenter de mettre fin à la révolution bolivarienne au Venezuela. Il y a maintenant certaines conditions qu'on n'avait jamais connues et qui sont en relation avec l'entente politique entre différents gouvernements latino-américains.